Bonjour à tous. Alors normalement, on doit être un duo, donc on attend Raphaël qui a quelques minutes de retard et qui va arriver pour ce magnifique talk Comment refaire du business. Bah, merci à ceux qui sont déjà là. Et puis, bah, je vous propose qu'on attende juste quelques minutes. Il est un petit peu en retard, mais il va arriver. Comme c'est lui qui doit faire le lancement normalement, bah, on l'attend. Mais si jamais il n'est pas là, bah, je prendrai sa place au pied levé. Et on a déjà nos magnifiques invités qui sont en partie là. Il y a Ingrid Maillard qui va nous rejoindre et Anne-Gabrielle Debac qui est là, Pantanace, et Anaïs Maury. Euh, voilà, ben merci de ceux qui sont déjà là. Puis ben, on attend les gens qui nous rejoignent. Et puis j'espère que Raphaël Haddad va arriver très vite. Vous connaissez le principe de Livestorm et des talks. Donc vous avez le chat sur votre droite, les questions. Aujourd'hui, il y aura un sondage, donc il y a tous ces onglets-là, donc vous pouvez vous servir. Quand vous aurez des questions, que vous voulez interpeller bah, les invités notamment, vous avez des questions précises sur Netflix, Insect, DPD Group, etc. Bah, n'hésitez pas à poser vos questions. Aujourd'hui, le talk il est assez interactif, donc il y aura beaucoup d'allers-retours avec vous. Donc n'hésitez pas à prendre la parole, à poser plein de questions. Voilà, on essaiera de répondre au mieux le plus rapidement possible parce qu'on sait que le temps est compté et puis qu'on commence en retard en plus. mais voilà, ça va le faire. Je pense qu'on peut encore attendre 1 à 2 minutes et puis sinon on commencera avec ceux qui sont déjà là pour commencer. Et évidemment, nous nous excusons, comme dit Martina, du retard indépendant de notre volonté, comme on dit à la SNCF. Euh, voilà. Si vous avez déjà des questions ou des choses à dire, en tout cas, ne serait-ce que sur le sujet, comment refaire du business, est-ce que vous attendez un peu de nos participantes et puis de ce qu'on va dire là dans l'heure qui vient, n'hésitez pas à poser déjà des questions. Martina, tu me dis, si, enfin, je sais pas si tu as des nouvelles en fait on se croirait à la télé là en live quand on a l'oreillette. Je ne suis pas Cyril Hanouna, je ne peux pas improviser pendant des heures. Oui, alors oui, peut-être qu'on peut prendre le temps du coup de se présenter, Oui, de just, présenter um, les invités du jour. Euh, donc Anne Gab, je te laisse peut-être te présenter. bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Anne-Gabrielle Doba-Pantanach. Je dirige la communication et les RP de Netflix en France. Voilà. Voilà. Et donc on a bon Netflix on présente pas, je pense que tout le monde connaît, donc voilà, je pense que ça a sauvé le confinement de pas J'espère mal de qu'on a gens. contribué à sauver. La plateforme de streaming qui a sauvé le confinement de pas mal de gens. Et puis on a aussi Anaïs Maury, donc qui est la DIRCOM de Insect. Peut-être que tu peux te présenter, puis présenter peut-être un peu plus Insect, peut-être que les gens connaissent moins. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Anaïs Maury, moi je suis en charge, je suis directeur de la communication et des affaires publiques d'Insect. Insect, c'est une entreprise du Next 40 qui élève et transforme des insectes pour en faire des ingrédients pour l'alimentation des poissons, des animaux de compagnie et des êtres humains. L'idée, c'est qu'on est sur deux piliers qui sont santé et performance. Là, ça fait sourire tout le monde, mais on ne va pas vous faire manger des poêlées de verre de farine dès demain. C'est pas le but, mais en fait, on s'est rendu compte que notre insecte avait des propriétés exceptionnelles sur toutes nos cibles. Par exemple, pour les poissons d'élevage, aujourd'hui, 25% de la pêche mondiale, elle sert à nourrir les poissons d'élevage. Donc, c'est la meilleure alimentation pour nourrir les poissons. Et en fait, on se rend compte que par rapport aux poissons, par exemple, l'insecte permet une croissance de 35% du poisson en plus avec 40% de mortalité en moins. Et du coup, ça, c'est vraiment ce qu'on retrouve à peu près chez toutes nos cibles. Chez les animaux de compagnie, c'est par exemple moins de maladies de peau,
moins de problèmes d'allergie. Chez les hommes, c'est une baisse du cholestérol de 60%, c'est des gains en performance. Enfin, voilà, donc on élève nos scarabées pour des bienfaits santé et performance. Donc voilà, Insect, c'est une boîte de deep tech. Vous pourrez aller voir sur leur site ce qu'ils font, c'est intéressant. Et ça sauvera peut-être vos confinements dans les années à venir aussi, on verra. Et Ingrid Maillard va nous rejoindre en cours de talk. C'est la DIRCOM de DPD Group. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le réseau de livraison de colis. Je crois que c'est un des plus gros en Europe. Il appartient à Géopost. Donc souvent, quand vous voyez les Chronopost ou Colissimo, vous avez le petit logo là avec le colis, là, le carré rouge ou bleu ou jaune que vous voyez passer. Bah, c'est DPD Group. Donc on a quand même 3 boîtes qui ont un peu le vent en poupe, qui sont un peu dans l'air du temps, et je pense que tous nos 3 intervenantes, elles ont beaucoup de choses à dire sur ce que peut apporter les agences, sur les remous qu'il y a eu avec la pandémie et sur notre business model à tous. Il y a Raphaël qui nous a rejoint, donc je suis content, je suis plus tout seul. Je vais arrêter de meubler. Et puis donc Raphaël, il va vous présenter du coup le thème du jour et le thème du talk plus précisément, puisqu'on a inversé les choses. Je vais présenter d'abord les invités. Raphaël, je te laisse prendre le contrôle du coup. Oui, bonjour à toutes et à tous. Désolé pour mon retard, j'ai eu un retard de nounou qui m'a moi-même mis en retard au démarrage ce matin. Ravi de vous retrouver. Alors je connais, je vois dans la liste des personnes présentes un certain nombre de personnes que je connais, et puis je connais aussi nos intervenantes. Donc ravi de vous retrouver à cette occasion, et ravi de Joss de faire ça avec toi pour la première fois. On avait en effet envie de redémarrer cette année pour le réseau des agences avec cette question: comment refaire du business? C'est une initiative du réseau des agences, comme ça vous a été dit dans le chat à l'instant par Martina, qui a travaillé avec nous à la préparation de cette matinée. On voit évidemment que les beaux jours reviennent, que les terrasses se remplissent et que les carnets de commandes également se remplissent avec eux. On peut se demander s'il y a un rapport, si les métiers de la communication sont comme les tournesols, ils s'ouvrent au soleil. Je ne sais pas, en tous les cas, c'est ce dont on va discuter ensemble ce matin. Alors, on a essayé de construire ça sur un format qui est un format un petit peu différent de ce à quoi nous avons pu être habitués, parce qu'on nous a beaucoup dit que les webinars, on en avait marre. Donc, merci aux 20 braves qui ont participé à celui-là, qui participent à celui-là ce matin. On va essayer de le faire sous la forme de sondage, c'est-à-dire que la première chose qu'on va vous demander sur chacun des items, c'est de nous donner votre point de vue dans l'audience, et puis on fera ensuite réagir nos grands témoins, nos 2 grands témoins, nos 3 grands témoins si Ingrid nous rejoint, qui pourront nous dire qu'est-ce que ça leur inspire et comment elles, de leur point de vue, comment ces questions-là se posent du point de vue qui est celui qui vaut vérité pour nous, c'est-à-dire le point de vue du client. Le premier item qu'on avait envie d'aborder avec vous, c'est cette idée que finalement on est dans des métiers qui sont des métiers de service, et que donc, comme dans tous les métiers de service, il y a une dimension relationnelle qui est prééminente, et en particulier une dimension relationnelle qui peut avec laquelle on peut reprendre pied, alors même qu'on retrouve un lien réel, un lien en présentiel, comme on dit maintenant, avec notre environnement et en particulier avec nos clients. Donc, vous avez un petit sondage. Alors, si vous n'êtes pas familier ou familière de l'outil, vous pouvez aller, vous voyez sur votre droite, vous avez 3 onglets: chat, questions, sondage et participants. Donc, vous allez sur l'onglet sondage et vous allez avoir un certain nombre voilà, ça s'affiche maintenant. Vous allez avoir un certain nombre de propositions qui vont s'afficher. Donc, la première question sur laquelle on avait envie de vous faire réagir, c'est celle-ci: comment reprendre un lien réel pour refaire du business? Est-ce qu'il faut déjeuner, revoir ses clients et prospects en vrai? On s'est aussi posé la question de l'hybridation. Est-ce que finalement, ce que nous lèguera ces périodes de confinement, c'est pas plutôt la préférence pour des formats hybrides, des formats à la fois digital et présentiel? Et puis, est-ce que vous croyez encore à l'informel, aux mondanités, pour pouvoir entretenir votre réseau et développer votre activité, ou est-ce que vous imaginez encore autre chose? Je vais vous laisser répondre, et puis on va voir les réponses dans quelques instants. Voilà, on voit les réponses s'afficher. Alors, je vois que seuls les membres de l'équipe peuvent poster des sondages, donc il faudra prendre ce que Joss et moi allons vous dire pour parole d'évangile, hein, du coup, parce que vous ne pourrez pas voir les résultats apparemment.
Si vous voulez mettre autre, vous pouvez répondre dans le chat, ajouter quelques commentaires dans le chat. Je précise juste que vous pouvez répondre vous pouvez faire deux réponses, hein, vous pouvez cocher deux cases. L'idée étant de ne pas répondre à tout, évidemment, pour que le sondage soit crédible. Mais si vous avez deux réponses qui vous conviennent, vous pouvez cocher deux cases. Voilà, on a 14 votes, donc on va laisser les derniers et les dernières voter. Peut-être qu'on va en avoir encore un ou deux autres. Voilà, on a déjà une première tendance qui se dégage. Écoutez, le DEJ a de beaux jours devant lui. Donc, je parlais en ouverture des terrasses, puisque vous êtes 43%, donc près de la moitié des votants, à considérer que les formats qui permettent de revoir ses clients en vrai sous la forme de rendez-vous plutôt formels, posés dans l'agenda, de déjeuner, de réunions de travail, etc., sont ce qui reste le meilleur moyen de refaire du business. Donc, on a de ce point de vue rien de bien nouveau par rapport à ce qu'on pouvait connaître avant ces trois même confinements. Est-ce que quelqu'un veut nous apporter un commentaire, un éclairage dans le chat avant qu'on donne la parole à nos intervenantes pour y réagir? Bonjour Ingrid, bienvenue. Bonjour à tous, excusez-moi pour mon retard. Je vous en prie. Merci Marc de nous préciser qu'on voit bien les résultats. Donc Céline dit autre one-to-one, en effet, c'est vrai que c'est un scénario assez évident également. Est-ce que quelqu'un veut commenter, peut-être parmi les personnes qui ont répondu que le DEJ gardait leur préférence, nous expliquer pourquoi? Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de retrouver ce format depuis quelques semaines, le déjeuner professionnel? Voilà. Alors, en attendant qu'on ait des retours, j'avais peut-être envie de vous faire réagir l'une et l'autre, Anne-Gabrielle, Anaïs peut-être. Comment vous, en tant que cliente, comment vous avez vu cette période? Comment vous voyez la sortie du confinement? Est-ce que vous attendez plutôt des formats hybrides? Est-ce que vos prestats vous ont manqué? Est-ce que vous étiez contente de les retrouver en vrai dans de vraies salles? Expliquez-nous comment tout ça se fait pour vous. Je vous laisse commencer, Anne-Gabrielle. Ok, très bien, pardon. Ouais, je ne savais pas si c'était à mon tour. Donc, bonjour à nouveau. Je pense qu'en fait, nos attentes dépendent déjà, en effet, si on avait déjà une relation suivie avec des projets en cours avec nos prestats ou si on est dans une démarche de recherche de nouveaux consultants et partenaires. Donc, déjà, c'est pas la même chose. Si on part sur la première hypothèse de relations déjà suivies avec des projets en cours, ce qu'on attendait d'eux, effectivement, c'est la capacité à essayer de se réinventer compte tenu des contraintes, puisqu'on devait dérouler notre business. Donc, effectivement, c'est essayer d'apporter des solutions et se dire comment on va pallier ce problème de rencontre physique pour continuer à mener à bien nos missions. Donc, en ce qui concerne Netflix, on a une grande partie de notre activité qui est par définition l'événementiel, puisque lorsqu'on a des lancements de films, des avant-premières, des junkets, c'est complètement consubstantiel à notre business. Et comment on fait quand on a une dizaine d'acteurs qui normalement débarquent soit des États-Unis, soit de Londres ou des Français, faire des séries d'interviews pour lancer un film, lorsqu'on doit faire des conférences de presse, lorsqu'on doit faire des visites sur des tournages. Effectivement, c'est un vrai problème quand on est complètement en lockdown. Donc, ça a donné lieu finalement à pas mal de créativité de la part de nos agences. On a complètement basculé sur des modèles de compte de presse virtuels, sur des junkets virtuels, en essayant de rendre la chose la plus événementielle possible. Et pour certains, ça a tellement bien marché qu'on s'est dit que on garderait certainement ce type d'expérience lorsque notamment on doit réunir beaucoup de journalistes. Si je vous donne un exemple très concret, on a lancé la partie 2 de Lupin ce vendredi. Je ne voulais pas faire une page de pub, mais c'est une illustration. Et on avait une compte de presse avec une centaine de journalistes qui allaient des États-Unis jusqu'à la Malaisie. Finalement, c'est une façon de pouvoir accueillir un large volume de journalistes, finalement de faire un mélange hybride où il y avait une partie qui était filmée avec des extraits, etc. du film et une partie en real time avec le Q&A modéré par des journalistes internationaux
et les réalisateurs, les acteurs principaux, etc. Et donc finalement, ça a donné lieu à des formats très efficaces où on pouvait quand même donner une belle place d'interactivité par les questions qui pouvaient être posées par les journalistes. Donc ça a très bien fonctionné. Un autre exemple, et après je céderai la parole à mes collègues, mais lorsqu'on fait des avant-premières, ça c'est un grand moment de communion. On privatise effectivement un cinéma, on invite un certain nombre d'invités, journalistes, influenceurs, etc. Lorsqu'effectivement, par définition, les cinémas étaient fermés, comment on fait ça? On a organisé ces avant-premières virtuellement, en donnant rendez-vous par exemple à 20h, et chacun des influenceurs avait un paquet qui était livré chez eux pour vraiment vivre cette expérience comme s'ils allaient au cinéma, avec la boisson qui allait, avec effectivement le petit doggy bag qui allait bien. Et à 20h, alors qu'on avait donné des codes de connexion, ça démarrait avec une introduction et quelqu'un qui faisait la curation du contenu. Et vraiment, il y avait un moment de communion qui s'opérait, un chat où tout le monde pouvait réagir. Et finalement, ça a quand même très bien fonctionné. Alors bien sûr, il manque la salle, le retour de la salle, la chaleur, les émotions, mais ça a plutôt très bien fonctionné. Ça nous a permis quand même de dérouler. Donc tout ça pour dire que finalement, la contrainte crée la créativité et que ça a donné lieu à des modèles, et pour certains, on va les pérenniser lorsque on a soit des acteurs qui peuvent pas voyager ou soit d'autres contraintes qui s'imposent à nous. Ok, merci beaucoup Nga pour cette première overview de la situation. Anaïs, je vois que l'écran est figé, mais je ne sais pas si tu nous entends. Est-ce que tu nous entends bien? Oui, je vous entends. Vous m'entendez? Ouais, tout à fait. Parfait. Alors, il y a peut-être un problème de caméra parce que l'écran est freeze depuis tout à l'heure. C'est Mais, peut-être vous, Raphaël, si je peux me permettre, parce que nous, ça marche hyper bien. Ça marche de notre côté. Hein. Ok, parce que toutes les autres vignettes sont bien animées, mais celle-là est fixe. Écoute, j'ai un superbe plan de toi en train de sourire depuis tout à l'heure sur mon écran pour ma part. Anaïs, toi, alors Insect, il y a 3 ans, c'était évidemment pas du tout ce que c'est aujourd'hui, donc on peut dire que vous avez vraiment grandi, vous vous êtes révélé au grand public pendant ce confinement. Quel bilan tu en tires et est-ce que, parce que tu as d'autres expériences avant et ailleurs, qu'est-ce que tu penses qui va rester pour vous en termes justement de format, d'hybridation, des formats, des rendez-vous, que ce soit des conférences de presse, des lancements, etc., comme c'était évoqué à l'instant par Anne Gab? En fait, nous, notre difficulté, mais aussi notre force, a été que finalement, on a été porté par l'actualité. C'est-à-dire que confinement, on a reparlé de souveraineté Est-ce alimentaire. que tu m'as entendu? Oui. Non. Tu m'entends? Alors, sans transition, Ingrid, je vais vous donner la parole parce que je sais que vous aviez aussi... pardon, Raphaël, mais on l'entend très bien. Raphaël, ouais. On l'entend très bien s'exprimer. Ouais, on entend très bien de notre côté, Raphaël. Alors, je ne vais pas faire semblant d'entendre. Je vais me déconnecter, me reconnecter, ça ira peut-être mieux. À tout de suite. Ça marche. Du coup, je vous laisse la parole, Anaïs. Ouais, Anaïs, pardon. Non, du coup, ce que je disais, c'est que finalement, on a été assez porté par l'actualité, c'est-à-dire que un moment où on parle de souveraineté alimentaire, d'environnement, de changement climatique, etc., on a apporté une solution qui est une solution qui est ce qu'on dit carbone négatif, c'est-à-dire que bien sûr, on émet par exemple du carbone, mais sur toute la chaîne, le fait qu'on existe fait qu'on est négatif. On va séquestrer et éviter beaucoup plus de CO2. Et du coup, l'idée d'amener une nouvelle protéine, alors qu'aujourd'hui, on est hyper dépendant alimentairement et en raison notamment en termes de protéines, de pays très lointains, genre du Brésil avec une protéine OGM, etc. Ça nous a beaucoup porté. Et finalement, cette année, la com n'existait pas finalement chez Insect avant l'année dernière. Moi, je suis arrivée il y a 1 an. Donc, c'est ce que vous disiez, Joss, on est une deep tech, donc tout prend du temps. Donc, il y a eu 5 ans de R&D. Après, on a construit les fonctions support et finalement, la com était le dernier palier. Et donc, je suis arrivée il y a 1 an, j'étais toute seule. Aujourd'hui, on est 3. Mais du coup, ça nous a permis en fait de construire cette communication. Alors, ça n'a pas été évident. On a fait des appels d'offres pour nos agences sans les voir. On les a vus un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Ce qu'on va garder, je pense, c'est en effet
nous, on communique en France, mais on communique à l'international. Donc c'est la possibilité justement de créer des événements, des conférences de presse hybrides avec ceux qui sont en France et ceux qui sont à l'international, puisqu'aujourd'hui, les conférences de presse, on les fait plutôt en France. C'est certainement aussi ce côté qu'on demande à nos agences d'être très adaptables et surtout très agiles par rapport à l'actualité, par rapport à nos sujets, et de nous proposer des nouveaux formats. Contrairement, nous, on fait encore peu d'événementiel parce que déjà, on fait du B2B, donc on vend nos ingrédients à des clients qui sont des producteurs d'ingrédients de pet food, d'alimentation humaine, etc. C'est passé par des webinars, par des conférences, par des choses comme ça. Je pense que dans notre domaine, on a quand même besoin de revoir les gens. En B2B, certainement, c'est-à-dire que comme on est en plus un produit très nouveau, innovant, ça n'existe pas et ça n'existe nulle part, je pense que ça rassure nos clients et nos prospects de pouvoir nous voir. Donc, il y aura certainement de l'hybride, mais il y aura aussi certainement un vrai retour au physique. Ok. Merci beaucoup Anaïs. Alors Ingrid, je vous donnerai la parole sur la prochaine salle de questions parce que je vois que l'heure tourne et on a encore 3 thématiques à aborder. Donc voilà, il nous reste 3 thématiques et 35 minutes, ce qui nous fait 10 minutes par thématique si on veut conclure dans les temps. Joss, je te laisse la parole pour le deuxième volet de questionnement. Moi, ce que je conclus là de ton premier sujet quand même, c'est que les événements hybrides ont l'air quand même d'avoir le vent en poupe côté annonceur et le retour du présentiel plus côté agence. Mais je sais pas si c'est ce que j'ai ressenti, mais en tout cas, on est quand même dans une forme assez hybride qui va quand même rester, je pense, en mélangeant les deux. La deuxième question qu'on se pose dans le sondage, c'est que, du coup, les temps changent, hein, comme on dit. On est en adaptation permanente, mais ça, c'est un peu notre cœur de métier au final. Et donc, notre deuxième partie de sondage, c'est comment, quand on est une agence, hein, comment on sort du lot et comment vous, nos amis clients, annonceurs et tout, vous allez nous repérer ou qu'est-ce qu'on peut faire pour se faire connaître puisque on se voit plus. Donc tout simplement, comment on sort du lot. Donc, vous avez un deuxième sondage, hein, donc je vais le lire. Comment sortir du lot? Donc, prendre la parole dans les médias, tous médias confondus, on va dire, médias traditionnels un peu plus. Faire du social selling. Donc ça, c'est bon, le mot qu'elle vend en poupe, je peux vous le redéfinir, mais en gros, c'est l'art d'utiliser les réseaux sociaux pour trouver des prospects et développer son business. On voulait vous parler un peu plus parce qu'on en avait pas mal discuté avec Raphaël en préparant le sujet et on pense quand même qu'il y a un sujet depuis un an là, depuis la pandémie, émerger sur LinkedIn. On voit que LinkedIn, nous on le voit en tant qu'agence, on a beaucoup de demandes pour créer des contenus spécifiques pour nos clients, pour LinkedIn, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est développé chez vous? Est-ce que LinkedIn, vous pensez que c'est vraiment le moyen de se faire connaître et de se faire repérer et de parler avec ses clients? Est-ce que c'est un bon moyen? Et enfin, l'avant-dernière, c'est créer du contenu métier sur son site, son blog, ses réseaux sociaux. Donc en gros, se faire reconnaître en tant que spécialiste et puis avoir une prise de parole spécialisée sur tous vos sujets. Et enfin, bah, évidemment, comme toujours, autre, c'est le chat. Vous avez d'autres idées parce qu'on n'a pas eu on n'a peut-être pas fait le tour de toutes les solutions et tous les tips pour faire du business. Donc, si vous en avez à nous donner, on est preneur avec Raphaël. Donc n'hésitez pas. Donc voilà, on prend 1 ou 2 minutes pour répondre. Pareil, vous avez une ou deux cases à cocher, voir ce qui vous parle le plus dans tout ce qu'on vous dit. Comment sortir du lot dans cette période un peu compliquée où finalement on voit peu les gens et où les emplois du temps sont assez chargés, comme vous le savez tous. On a du mal à trouver ne serait-ce le temps de se parler, de se voir, quoi. Je crois que les votes sont en train de monter petit à petit. Il y a déjà 8 votes. Il y en a qui n'ont pas voté. On prend les noms. 10 votes, ça monte. On est pas mal. Voilà, donc là, il y a
il y a quand même une tendance qui se dégage quand même pour l'instant. J'attends peut-être qu'on clôture les votes pour vous. Bah, vous le voyez de toute manière, je crois aussi. Hein. Voilà, donc il semble quand même que là, on est à 36% sur créer du contenu métier sur son site, son blog et ses réseaux sociaux. Donc c'est vraiment la prise de parole spécialisée qui a l'air la connaissance du métier et d'être vraiment sur son secteur et d'être sur ses canaux pour émerger. Il semblerait que ce soit voilà la chose qui se dégage, mais on voit que derrière à 28% il y a émergé sur LinkedIn. Voilà, et après à 24% on a prendre la parole dans les médias. Donc oui, c'est plutôt vraiment cette prise de parole générale, mais avec quand même cette prise de parole spécialisée, il me semble, qui se dégage vraiment là-dessus. Ingrid, non, on va regarder le chat, pardon. Du coup, j'ai oublié le chat. Sur le... Je vais regarder les questions, si vous avez des questions sur les chats. Alors dans autres, oui, je vois que Mathieu, il dit les prix représentent un levier important. Effectivement, on n'a pas parlé des prix qui peuvent permettre aussi, notamment pour les agences, pour nous, mais je ne sais pas si vous, les invités en tant qu'annonceurs, vous regardez aussi des agences qui gagnent des prix. Mais là, Mathieu nous dit les prix représentent un levier important. D'autant plus pour les agences de taille modeste, oui, effectivement, ça permet de se faire connaître. Donc, je pense que c'est un bon point qu'on n'avait pas nous mis dans le sondage, mais qui est excellent. Merci Mathieu. Voilà. Et Céline, le bail nous dit une opération de com qui sort du lot, qui se voit, qui a des prix. Bah oui, c'est un peu la même chose. C'est sortir du lot par ce qu'on fait aussi et gagner des prix et se faire voir par sa différence, qui effectivement peut être un moyen assez fort. Ingrid, je te laisse réagir peut-être en premier à ça par rapport à comment toi tu vois les choses sur sortir du lot, sur comment vous faites même chez DPD Group et pour voir les agences et même vous pour sortir du lot parce que quelque part vous avez les mêmes problématiques, je pense. Ouais, c'est pas faux. Effectivement, moi, ces questions-là, en tant que DIRCOM, elles m'interpellent finalement un peu en miroir par rapport à ce que nos commerciaux doivent faire eux-mêmes pour aller voir leurs clients. En 2 mots, DPD Group, en fait, c'est le réseau des filiales du groupe La Poste qui font du colis à l'international, qui sont donc pas dans un champ de service public, hein, bien entendu, mais qui viennent plutôt capter la croissance des flux e-commerce. Donc, c'est une croissance du registre de 10% depuis allez, une quinzaine d'années. Et puis, bah, nous, madame Covid, elle nous a fait un petit plus 40%, hein, sur certains mois. Donc, on se situe du côté des gens qui n'ont pas le droit de se plaindre parce qu'ils ont la chance que leur business ait cru énormément. Et en même temps, à tel point que, enfin, on est un peu submergé pour être honnête. Et avec des commerciaux, tu le disais tout à fait justement, Joss, qui doivent aussi se réinventer. Alors il y a aussi eu les mois où on leur a demandé de rester chez eux, hein, c'était pas banal en disant: «Attends, on en a des colis assez là, s'il te plaît, va pas m'en ramener en plus». Donc on a plutôt rendu service, hein, à des clients, de notre marché historique B2B, qui eux avaient besoin de survivre et donc il fallait qu'on leur gère leurs galères. Mais sur des secteurs un petit peu plus nouveaux qui sont en train de se développer, comme la livraison de produits alimentaires, la livraison de produits pharmaceutiques, nos commerciaux ont commencé à se mettre au social selling. Alors, je pense que c'est moi qui leur ai appris le mot il y a quelques années. Hein, simplement, ils sont très bons dans leur métier, mais ils ne connaissaient pas ce wording. Et pour moi, clairement, ça passe par LinkedIn parce que oui, ça va passer par du contenu métier un petit peu percutant. C'est un peu la nouvelle course à l'échalote. Donc oui, on a besoin de se distinguer là-dessus. Après, j'avoue que j'aime bien la remarque de Mathieu Lécussan sur les prix. Je pense que finalement, on va s'autoriser encore de moins en moins d'occasions, mais donc il faudra en garder certaines de se voir en vrai et de participer à des choses. J'avais envie, là, Joss, de raconter comment nous, on s'est rencontrés, toi et moi. On s'est rencontrés dans un jury comment de prix, le jury des grands prix. Donc finalement, je pense que sans ça, jamais on se croise.
voilà, nos vies, elles sont parallèles, on se croise pas, mais on est dans le même jury et finalement, on n'interagit pas ensemble, mais dans un collectif. Et je me dis: «Mais en fait, ouais, je trouve intéressant ce qu'il dit et cetera», et du coup, à la fin du jury, on discute et puis finalement, on se revoit et puis finalement, c'est comme ça qu'on décide de travailler ensemble. Je pense qu'il y a les petites parties d'informel, elles se sont, réduites à peau de chagrin avec madame covid. Et du coup, je trouve que, elles reprennent un côté, premium hyper important. Je faisais le parallèle en préparant cet échange aujourd'hui avec Joss hier, où je disais: «Mais tu sais, moi, ça me fait penser, à la révolution du courrier, qui a été un moyen de communication de masse, pendant, allez, 500 ans». Et qui du coup depuis 20 ans avec, la digitalisation et les emails, opère une chute, dramatique. Alors on peut juste voir le dramatique ou on se dit: «Mais finalement, comme à chaque fois qu'il y a eu des évolutions dans les médias, de nouvelles complémentarités s'installent et le courrier, il va garder ce côté premium de la relation». Moi, j'ai la sensation que, nos relations avec, nos fournisseurs, ça va être ça. Ça va être beaucoup de digital pour le day to day, peut-être même pour, des parties de prospection, et de temps en temps, on aura la chance d'avoir un vrai moment à nous. Alors est-ce que ça sera, un déjeuner? Est-ce que ça sera une discussion à l'occasion, d'un grand prix? Et je pense que du coup, ces moments-là, ils auront beaucoup de valeur. Parce qu'on sera sur l'humain, et que ça, Dieu merci, on n'a pas réussi à le remplacer. Donc, ce que j'entends de ce que tu dis quand même, c'est pour sortir du lot, c'est des moyens de sortir du lot, mais finalement de se rencontrer. Donc, Je crois. ça revient sur la première, Mmh. sur le côté informel. On parlait du premier thème. Anne Gab, est-ce que toi tu veux réagir sur ces questions-là de sortir du lot? Est-ce que c'est quelque chose comment toi tu vois les choses? Je sais pas, par rapport Ouais, à non, l'usine ou sortir du lot ou les agences ou comment vous faites? Enfin, est-ce que tu as des choses ouais, à non, amener là-dessus? je pense que c'est une question qu'on se pose tous en tant qu'annonceur, dire comme ne serait-ce que quand on se pose la question de se dire bon bah alors si on veut refaire entre guillemets un petit tour de piste quoi des agences voilà existantes. Moi c'est vrai que les gros appels d'offres usines à gaz, j'y crois pas. C'est extrêmement time consuming à la fois pour les agences qui se mettent en branle-bas de combat que du côté annonceur. Et finalement, ben, comme quand on va au resto, la force de la recommandation, quoi. C'est-à-dire que moi, je crois beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que je fais la tournée des popotes, j'explique un petit peu les besoins dont j'aurais besoin. Et dans mon réseau, je dis, voilà, tu connaîtrais pas deux, trois personnes, je les rencontre de façon informelle. Et ensuite, on peut partir sur un mode projet, avant de se dire, on part sur un contrat pour, voilà, sur un mode projet pour voir déjà si on se rencontre. Parce que je dis toujours, c'est des deux côtés. La rencontre doit être côté aussi bien agence qui comprend le besoin du client, qui comprend notre mindset, notre façon de travailler, et côté annonceur de se dire est-ce qu'ils répondent à notre besoin. Et donc du coup, oui, ça revient finalement à des choses assez simples, comme dans la vraie vie. N'importe quel prestataire privilégie la rencontre humaine, le relationnel et se faire recommander. On teste sur des petites choses. Et ensuite, bah, si vraiment ça marche bien, les essais sont concluants, là, on peut imaginer un partenariat plus long terme. D'accord. Bah, merci beaucoup, c'est très intéressant. Tu as un petit peu enchaîné sur le troisième thème, peut-être l'enchaîner assez vite, mais Anaïs, est-ce que tu veux dire quelque chose comme vous êtes un peu une nouvelle âge, enfin nouveau dans la com, nouvelle DIRCOM, nouvelle boîte qui émerge, etc. Est-ce que vous, justement, pour repérer les agences là avec qui tu bosses depuis cette année, comment t'as fait est-ce que tu as des tips à donner? Ouais. Enfin, Nous, on cherchait notamment une agence de PR internationale parce que notamment, comme j'étais toute seule, je pouvais pas gérer genre 3 ou 4 ou 5 agences à l'international. Donc le réseau intégré était beaucoup plus simple. Donc on a été vers quelque chose comme ça. Ce qui est sûr, c'est que la recommandation, c'est hyper important. Moi, je connaissais des agences, mais j'en ai parlé. Et on a eu des belles agences et des belles propositions. Donc c'était intéressant. Tout ce qui est relations humaines, malheureusement, on l'a peu eu cette année parce qu'on était loin et que quand même se voir, ça a pas de prix.
et rien ne remplace ça. Ce qui était intéressant cette année, ce que j'ai fait un peu plus que d'habitude, c'est je trouve qu'il y a des agences qui ont créé des contenus intéressants en termes de webinars, en termes de choses très courtes. Des fois, c'est 45 minutes. C'est tôt le matin, 8h, 8h30. Et en fait, ça permet d'avoir… j'ai assisté comme ça à des événements online qui m'ont donné une vision de l'agence et qui sont intéressantes et sur des thématiques qui sont intéressantes. Donc, ça ne veut pas dire que ça y est, c'est signé et on a une relation d'agence avec eux. En tout cas, ils sont dans mon scope et je trouve que c'est intéressant. Ça peut être une première approche intéressante. Ok, bah merci beaucoup pour pour vos commentaires à cette partie du sondage. Je trouve que c'est très intéressant. Je vais enchaîner directement sur le troisième thème, mais on l'a un petit peu abordé, mais du coup ça complète, c'est très bien. Nous, on s'est posé la question en tant qu'agence, comment on fait évoluer nos propositions, puisque il y a eu cette vague pandémique. Il y a une vague de fond quand même dans notre secteur de la communication qu'on connaît tous, où le business model est un peu en train de bouger. Et donc, nous, en tant qu'agence, on se pose forcément des questions. Donc, comment on fait évoluer nos propositions? Donc, au lieu de pas juste sortir du lot, mais comment on avance et on propose autre chose et notre business model change aussi. Donc, pour ça, on vous propose plusieurs réponses auxquelles on a réfléchi. Comme d'habitude, vous pouvez nous proposer des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Comment faire évoluer les propositions? Donc, est-ce que nous, en tant qu'agence, on doit répondre à plus de compétitions privées? Est-ce qu'on doit répondre plus à des appels d'offres publics? Est-ce qu'on doit faire évoluer son savoir-faire vers des nouveaux types de propositions et de contenus? Puisque, vous l'avez dit, les formats ils sont hybrides, les choses changent, il y a plus de social media, etc. Est-ce que les agences elles proposent justement, elles sont plus créatives là-dessus ou pas? Est-ce que les agences elles doivent complètement changer leur modèle, c'est-à-dire passer sur un modèle complètement différent de ce qui était avant et être sur un modèle, je sais pas, nous on avait pensé collectif, s'inspirer de ce que font les freelances, avoir des réseaux d'agences plutôt qu'une grosse agence intégrée, enfin voilà, ce genre de choses qui rendent les choses un peu plus flexibles, on va dire. Est-ce qu'il faut aussi, alors là on avait un truc aussi qu'on a vu avec la pandémie, avec Raphaël, on a pas mal discuté sur les délais. C'est-à-dire entre nous, agences, quand on propose les choses et le moment où les choses se font, les délais sont parfois très longs. Et est-ce que, ne serait-ce que se dire, on raccourcit les délais entre le moment où on fait les choses, est-ce que c'est une bonne chose pour, notamment pour faire que les propositions soient efficaces et qu'on arrive à faire de bonnes choses ensemble. Et enfin, Aude, comme d'habitude, vous répondez dans le chat, vous avez peut-être des commentaires à faire là-dessus. Je vous laisse répondre au vote, soumettre, comme d'habitude, les deux cases qui vous parlent le plus ou qui vous semblent le plus cohérentes par rapport à ce changement pandémique qui nous a frappé de plein fouet. Et puis, je vais regarder dans le chat si vous avez d'autres choses à nous soumettre. Alors Céline nous dit, merci Céline, je participe beaucoup, ça fait plaisir. Intégrer de nouveaux collaborateurs avec des expertises pointues pour développer la valeur ajoutée. Ça c'est un bon point et on va parler. Alors oui, sur ce thème-là, ce troisième thème, on est un peu plus sur le rapport avec l'extérieur et le quatrième thème que Raphaël va animer, s'il est là. Sera plutôt sur en interne comment faire évoluer les équipes. Est-ce qu'il faut embaucher des commerciaux, est-ce qu'il faut faire évoluer son équipe et la former, etc. Donc on en parlera, on en parlera plutôt sur le quatrième point, mais c'est effectivement un point qu'on avait vu pour évidemment tout est lié, donc comment faire évoluer nos propositions, ça, les équipes comptent beaucoup aussi là-dessus. Alors on a 13 votes. Donc là, je vois qu'il y a vraiment deux choses qui émergent beaucoup. Donc, c'est faire évoluer son savoir-faire vers de nouveaux types de propositions et de contenus, et changer son modèle. Donc, ce dont on parlait. Donc, nous, on a mis entre parenthèses un modèle collectif inspiré un peu des freelances, des réseaux de TPE, des choses flexibles qui tournent au projet. Enfin voilà. Anne-Gab, je peux te laisser peut-être reprendre la parole parce que tu avais un petit peu
abordé ça il y a 5 minutes sur ce que tu attendais des agences et sur cette fonction-là au projet un peu, sur comment toi tu voyais les choses. Est-ce que tu veux Oui, nous en dire un peu plus là-dessus, sur au moins toi comment tu fonctionnes? oui, oui, avec plaisir. Donc, effectivement, de mon point de vue, je pense que c'est un mix entre la capacité à être inventé, à tester des nouveaux formats, à faire du test and learn, des nouveaux projets, des nouvelles activations pour avancer ensemble et se réinventer. Donc ça, c'est une première chose, je pense, qui est importante. Et l'autre, j'ai l'impression que j'ai ma caméra qui devient folle. Ouais. Et l'autre point de vue, je pense qu'aussi c'est la capacité pour les agences aussi d'être flexibles. C'est-à-dire que je crois beaucoup moi au départ de dire bah, on démarre sur un petit projet, on donne tout, on ne sait pas ce que ça va donner, mais pour effectivement créer la confiance avec l'annonceur, avec les DIRCOM, se tester sur quelque chose. Moi, je sais que personnellement, ça me fait toujours très peur quand on dit bah ok, top là, on part sur les 3 prochaines années, les fils, ça va être ça, avant même qu'ils aient fait quoi que ce soit. J'ai envie de dire, bah, voilà, d'abord testons ensemble, rencontre-nous, puis après, bah, si effectivement ça fonctionne, on peut envisager quelque chose de plus solide et plus long terme. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de soft skills, de relations humaines, de dimensions rapport au client qui doit être repensé. Je trouve qu'on oublie souvent le rapport au client et qui est essentiel, je pense, pour créer la confiance. Et donc voilà, remettre de l'humain, remettre de la compréhension des challenges de l'annonceur. Et je sais que de mon point de vue, c'est souvent ce qui est assez déterminant et ce qui l'emporte. Et ensuite, bien sûr, il y a la capacité à proposer des projets créatifs, mais c'est vrai que quand parfois des agences arrivent déjà avec une approche hyper, on va décompter les heures, on va faire ceci, cela, une dimension, vous voyez, hyper usine à gaz, carré, etc. Je me dis, on parle pas du vrai sujet en fait. Je vois que Ingrid et Anaïs hochent la tête, donc je pense que tout le monde est à peu près en phase. Ingrid, merci Anne-Gab. Ingrid, est-ce que toi tu veux rajouter quelque chose sur ce côté justement un peu dont parlait Anne-Gab, bosser au projet, essayer des choses et puis il y a quasiment dans ce que tu dis Anne-Gab une notion de prendre le temps en fait de travailler ensemble et pas d'un coup mais par petites touches et puis progresser ensemble quoi. Ingrid, t'es sur ce modèle un peu comme ça aussi? Ouais, complètement. C'est vrai, je vois aussi les discussions qu'il y a dans le chat, hein, on n'est pas en mode complètement politiquement correct c'est quand on bosse pour une grosse boîte où il y a des process et où effectivement, je pense que les agences, elles ont aussi à un moment l'obligation de répondre à ces usines à gaz avec un tarif par bonhomme, par machin, par bidule, etc. Et c'est compliqué parce qu'on demande tout le temps d'aller vite. Donc oui, le mode projet, il est bien parce qu'il est souple. Moi, la difficulté que j'ai aujourd'hui, finalement, elle n'est pas vraiment avec les annonceurs, mais avec les process de l'entreprise. Alors, je suis aujourd'hui très affranchie des marchés publics puisque je suis dans une filiale privée, donc entre guillemets, on fait ce qu'on veut. Néanmoins, par rapport à aussi une forme de déontologie au métier, on essaye quand même de faire des appels d'offres, mais d'une certaine façon, on n'y arrive plus parce que de toute façon, au moment où l'encre est sèche de mon appel d'offres, le besoin a changé, le timing a changé, les mecs ne sont plus joignables, les mecs ne sont plus dans l'entreprise, on en a racheté la moitié de l'autre côté de la terre. Donc finalement, je crois que ouais, que ça soit par appétence personnelle d'être plutôt en mode projet réactif ou parce que de toute façon ça ne correspond plus à la façon dont on fait du business, les appels d'offres à l'enseigne, ça va moins bien marcher, quoi, de moins en moins. Ah, je vois que dans le chat ça réagit pas mal, donc je vais vous lire un peu. Anaïs, je vais te faire réagir aussi. Il y a Céline qui me dit mettre en place de nouvelles manières de collaborer avec les clients, plus intégrés dans l'équipe, donc avoir un rapport client équipe agence les deux soient pas séparés mais c'est plus ensemble. Je pense qu'effectivement on le voit nous en tant qu'agence, mais j'imagine vous aussi en tant qu'annonceur. T'en parlais Anne-Gab, mais c'est ce côté relation permanente, compréhension, etc. Je pense que c'est assez important. Il y a Fabienne qui me dit les annonceurs font fortement évoluer leur modèle par l'assemblage des compétences freelance, prestataires, etc. par projet. C'est une voie majeure de transfert des entreprises pour les agences aussi. Donc c'est un peu ce dont on parlait, qui est bien ressorti dans le sondage, de changer un peu son modèle et d'être plus sur des modèles
freelance, intermittent, au projet, enfin voilà, la voilure qui change en fonction un peu des projets. Anaïs, est-ce que je peux te faire réagir déjà sur ces deux points là, sur cette capacité d'adaptation permanente qui est chez le client et qui est aussi du coup chez les agences et que vous attendez du coup. Est-ce que tu peux en parler aussi un petit peu? Je t'entends pas. Je crois que c'est pas ton micro peut-être. Voilà. C'est mieux. Oui, en effet, je pense que l'adaptation des agences, mais aussi des annonceurs, est hyper importante. Nous, dans nos process, par exemple, c'est notre process achat, on doit faire des appels d'offres pour des marchés de plus de 50 000 euros, etc. Donc, c'est obligatoire. Après, on fait des appels d'offres qui sont de plus en plus light et où finalement, on va aller plutôt chercher peut-être une note d'intention, en tout cas une compréhension du sujet. Plutôt que un plan d'action qui, en effet, quand on va décider de le mettre en œuvre, il sera déjà plus réalisable parce que l'entreprise va très, très vite. Pour vous donner un exemple, quand je suis arrivée en avril l'année dernière, on me disait le food, on n'ira pas chez nous parce qu'on n'ira pas, c'est pas notre stratégie. En septembre, on nous disait là, on commence à avoir des équipes qui sont intéressantes. Nous aussi, on nous a dit le food, on n'ira pas, mais voilà. Chrono Fresh, 400% d'augmentation l'année dernière. C'est ça. En septembre, on nous a dit on ira peut-être, mais pas avant 2-3 ans. En janvier, on annonçait qu'on se lançait dans le food et en mars, on rachetait une boîte qui est dans le food. Donc, une agence, elle n'aurait jamais pu prévoir ça et donc le plan qu'ils m'aurait proposé n'aurait jamais été adapté. Donc, finalement, moi, je vais chercher plutôt des compétences, je vais chercher une équipe, je vais chercher des gens avec qui j'ai envie de travailler au quotidien. Plutôt que, alors avec des compétences bien sûr, mais plutôt que un plan d'action très détaillé parce qu'on n'arrivera jamais à le mettre en œuvre. Il y a Yona qui pose une question, c'est intéressante justement, je rebondis là-dessus, mais qui dit sur la relation agence-annonceur, est-ce que ça a évolué à cause de la pandémie? Mais ce que j'entends de ce que tu dis, Ingrid, et ce que vous dites toutes les trois, au final, oui, ça a forcément fait évoluer puisque vous, ça s'est accéléré. Il y a des produits qui ont changé. Enfin, du coup, votre relation à l'agence, elle a changé aussi. Ingrid, ça a changé pour toi ou pas trop? Moi, j'ai quand même toujours été plutôt sur ces principes de relations de confiance qui te permettent de faire évoluer le cahier des charges en plein milieu. Je pense que c'est quand même un retour aux fondamentaux de nos métiers. Je pense que, si à la com, tu t'adaptes pas à ton audience, tous les fondamentaux du métier, on n'a rien compris. Donc, moi, j'ai quand même toujours plutôt bossé comme ça. Mais ça a été précieux dans cette année. Et pour le coup, j'ai envie de dire, ça a aussi été clivant avec des boîtes qui n'ont pas pu s'adapter. Voilà, après, je les critique pas nécessairement, mais voilà, si tu veux pas que la copie, elle change, on pourra plus travailler ensemble parce que moi, ça, je saurais pas te le garantir, c'est terminé. Ouais. Ok, on va attaquer merci beaucoup pour tous vos témoignages, c'est très intéressant. Cette partie humaine, je pense que c'est vraiment intéressant. On va continuer avec le 4e point rapidement, parce qu'il nous reste 5 minutes. Je laisse, je sais pas si Raphaël peut tenter le coup. Un petit message quand même de soutien. On sent la personne qui galère, et comme ça nous est tous arrivé. Non, il va revenir, il m'a dit qu'il était là. Ouais, voilà, je suis désolé, ce matin, vraiment tous est ligué contre moi. Donc, merci Ingrid pour votre soutien. Ouais, il nous reste 5 minutes, donc on va simplement aborder le dernier sujet, même si j'ai l'impression qu'il résume finalement beaucoup de choses qui ont été dites, c'est-à-dire la nécessité, parce que moi, ce qui me marque quand même dans la question précédente, c'est le désaveu en grand des modèles appel d'offres. Aucune personne ne dit que l'appel d'offres public est prioritaire dans sa stratégie pour cette sortie de crise, et une personne seulement dit que les appels d'offres privés doivent être intensifiés. Et de votre côté, c'est ce que j'entendais notamment chez Anne-Gabrielle, on a cette idée d'une relation de moins en moins, ou chez Ingrid à l'instant, de moins en moins processée, un retour au relationnel, à l'expertise, etc. Même si de manière ponctuelle, comme c'était le cas chez Anaïs, on peut avoir besoin à un moment d'organiser de gros appels d'offres parce que c'est plus simple de gérer de manière intégrée un enjeu stratégique plutôt que de gérer une myriade de petits prestataires. Et donc, c'est cette dimension humaine à laquelle on va s'intéresser pour conclure. Comment faire évoluer les équipes?
Je vais pas lire ce qui s'affiche sous vos yeux parce que maintenant, tout le monde a bien compris le principe et il ne nous reste que 4 minutes. Je vais vous laisser répondre, simplement, essayer de savoir comment prioritairement, vers où vous voulez aller en termes d'évolution des équipes. Et je vais y répondre moi-même. Voilà, on a un sujet clé sur les premiers votes, donc on en a 5, 7. Je vais laisser encore un instant, c'est peut-être pas suffisant parce qu'on a une vingtaine de personnes. Voilà, donc le sujet qui se confirme au fur et à mesure des votes, c'est pour une personne sur deux, le premier sujet, c'est faire monter ses équipes en compétences. Alors j'ai envie de vous poser la question à celles et ceux qui sont encore avec nous, vers quelles compétences? Quelles sont les compétences que vous identifiez comme étant des compétences manquantes ou à renforcer au sein de vos équipes? Puis on a secondairement des sujets d'équipement, avec notamment des plateformes de business intelligence qui peuvent permettre de mieux refaire du business. On est quand même face à une population, alors sur ce petit échantillon-là, qui reste assez attentiste, assez prudente, puisque le fait de recruter davantage n'est pas encore à l'ordre du jour. Donc, ça témoigne du fait que si reprise il y a, celle-ci reste identifiée comme une reprise relativement fragile, en tous les cas à confirmer. Et peut-être aussi qu'il y a une préférence pour d'autres formats, comme on le disait tout à l'heure, des formats de type freelancing de manière ponctuelle. Donc voilà les premiers retours que nous pouvons avoir. J'ai envie de poser la question à nos grands témoins. Est-ce que vous, en termes de compétences, il y a des compétences que vous identifiez comme manquantes aujourd'hui, sur lesquelles vous avez du mal à identifier des agences, des personnes sur certains sujets? Voilà, comment est-ce que vous voyez, comment se pose pour vous cet enjeu de déficit partiel ou total de compétences du point de vue des prestataires qui vous accompagnent? Anne-Gabrielle, vous voulez bien démarrer? Oui, volontiers. Alors, la première chose qui paraît assez évident, mais okay, donc là, je comprends que comme j'ai plus de son, plus d'image, donc c'est chez moi que vient le problème, donc je me reconnecte. Vous m'entendez? Voilà, le cirque est bientôt terminé. On t'entend très bien, Gab. Merci, Anaïs. On vous entend très bien. Je vous vois maintenant. Pardon, je ne savais pas. Oui, donc je disais, de mon point de vue, et les années passent et ça ne change pas trop, c'est une compétence assez évidente, alors parce que je suis dans un groupe international, mais c'est la maîtrise de l'anglais. C'est-à-dire que les années passent et c'est vraiment… Non, mais ça paraît évident, mais c'est-à-dire que… C'est un drame. C'est un drame, c'est-à-dire le temps que je passe et où j'ai pas de valeur ajoutée, mais à devoir réécrire entièrement des mémos, des recommandations, etc. Ce qui fait qu'à la fin, on se retrouve à devoir tout faire en interne. Mais de nos jours, c'est assez incroyable qu'en 2021, on ait du mal, et j'en parle avec des patrons d'agence et tout, à trouver des collaborateurs qui parlent couramment anglais, qui écrivent couramment l'anglais. Et surtout, ça valorise le travail fait par nos agences partenaires de dire on a réussi à décrocher ça, on a monté ce projet, on a fait ce projet d'influence. Mais lorsque les choses sont mal dites, mal exprimées, ça ne va, on ne va même pas je sais que chez nous, on ne va même pas jusqu'au bout du mémo. Et donc ça, je sais que ça paraît évident, mais avant d'aller chercher des choses complètement incroyables, déjà la maîtrise de l'anglais. Et les deux autres choses de mon point de vue sont effectivement bien comprendre tout cet univers, les influenceurs, les réseaux, toute la dimension digitale, réseaux sociaux, moins en termes, j'ai envie de dire, de fonctionnalité, que de comprendre comment, si on prend dans le job de RP, on passe maintenant dans un game qui est moins les RP classiques que de l'influence et de l'advocacy. Et comment les agences peuvent nous aider à faire de l'advocacy. Et ça, ça se croise effectivement avec un réseau. Ça se croise effectivement à comprendre le paysage médiatique entre les réseaux sociaux, les influenceurs, les journalistes, les éditorialistes. Et souvent, j'ai des gens soit très RP, ou soit très réseaux sociaux sous l'angle fonctionnalité, je vais te faire ça, je vais booster ton profil, je vais te faire de l'engagement, mais connecter les dots où on se rend compte qu'un journaliste peut aussi être un influenceur et comment on active tout ça, là, j'ai beaucoup plus de mal à trouver les compétences en face. Je ne sais pas si je suis claire, mais… Si, c'est très clair et au vu du nombre de têtes que j'ai vu opiner deux fois chez Ingrid et chez Anaïs, qui n'étaient pas figées pour moi ce coup-ci, du coup, je comprends que c'était tout à fait parlant. Anaïs, je suis sûr que tu as une réaction également.
Non, c'est vrai que nous, c'est certainement ce dont on a aussi enfin, on a plus de mal à trouver, c'est cette connexion entre les RP qui évoluent et qui vont vers quelque chose de différent. Je pense que des agences RP, on en trouve des très bonnes aujourd'hui, des agences digitales aussi avec tout ce qui est fonctionnalité, comme tu disais Anne-Gabrielle aussi. Lier les deux, c'est important et aujourd'hui, on sait que c'est certainement là où on veut et où on va tous aller. Donc ça, on a plus de mal à le trouver. Moi, j'ai aussi la difficulté peut-être de trouver des équipes qui savent travailler avec des startups. C'est pas évident, hein, on le sait, on n'est pas non plus, on va très vite, on demande des choses, on demande beaucoup d'agilité. On essaie de travailler en partenariat, mais l'urgence, en fait, peut-être le manque, l'agilité de la structure et le fait que ça aille très vite fait qu'on demande exactement la même chose à nos partenaires. Et je pense que c'est peut-être pas toujours très évident. Et du coup, on a du mal à trouver cette réactivité, mais qui s'entend aussi. Hein, c'est pas on est du coup pour les agences des plus petits budgets et sur des prix qui sont pas les mêmes. Et du coup, on l'entend aussi, mais c'est vrai que parfois un peu plus d'agilité et de réactivité et peut-être de nous proposer des choses qui sortent des schémas très classiques. On nous propose souvent des plans d'action qui sont pas mal, hein, mais qui sont pas forcément assez innovants, où on n'ose peut-être pas aller, Insect étant des gens très innovants, on n'ose peut-être pas aller dans une communication aussi innovante de ce qu'on est. Et du coup, il y a des fois un petit écart entre nous et les agences. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. Alors, je vois qu'il est 10h03, donc on arrive au bout. Et puis surtout, je trouve que Fabienne, dans le chat, a parfaitement résumé, en tous les cas, mon sentiment. C'est-à-dire qu'en vous écoutant, j'ai l'impression qu'on a quelques compétences fondamentales. L'anglais qui a été évoqué, mais essentiellement une capacité. On dit souvent que ce qui caractérise les métiers de la communication aujourd'hui, c'est le blur. Hein, c'est le fait qu'il y ait une forme de flou entre les lignes, que les choses ne soient plus faciles à distinguer. Et finalement, ce que vous réclamez, vous, c'est une compétence, des capacités d'équipe à naviguer dans cette brume-là, avoir des compétences plus cross, ce que nous disait Anne-Gabrielle sur l'hybridation des métiers entre RP, influence ou éditoriaux, ou alors ce que nous disait à l'instant Anaïs sur la capacité à être plus agile, à faire preuve d'opportunisme, d'inventivité, à être dans un mode qui correspond plus au mindset de celui des startups. Merci pour ce passage en revue aussi rapide et en même temps complet que possible. On arrive au bout de ce talk qui a été pour moi un peu laborieux. Je vous prie à nouveau de m'en excuser. Vous pouvez retrouver le replay qui va être automatiquement enregistré, donc et vous sera envoyé immédiatement après ce talk. Il me reste plus qu'à remercier Comment et à te remercier Joss, à remercier Martina également d'avoir donné l'occasion de concevoir et d'animer ce talk. Et puis je te laisse peut-être le mot de la fin si tu veux Joss. Remercier nos invités et puis conclure. Le mot de la fin, c'est merci à tous, hein, parce que merci d'avoir été là, merci d'avoir témoigné, parce que c'était très intéressant d'avoir je trouve des boîtes aussi innovantes et avec une vision aussi intéressante. Et je pense que c'est de ça qu'on cherchait, refaire du business. C'est une question très vague. Et finalement, le prendre par ce biais-là, je trouve que c'était vraiment intéressant. Donc, je vous remercie tous. Et puis, moi, je suis sûr que les terrasses réouvrent, qu'il fait beau et puis que le business va reprendre et que la créativité va être là. Donc, on est tous très confiants. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Oui, encore merci à toutes et à tous pour avoir participé. Je me prends quelques minutes encore pour présenter les prochains événements Comment. Hop. Je vous rappelle que le 29 juin, on aura un dîner organisé par Toute Femme, Toute Communicante au pavillon Élysée.
à partir de 19h, où on aura l'occasion de se retrouver enfin en présentiel et de profiter de la cuisine de Thierry Marx, donc au pavillon Élysée. On aura aussi des formations ce mois-ci, notamment la formation marque employeur le 18 juin de 9h à 17h en présentiel et une formation sur prospective, comment transformer les tendances en service sur 2 jours, toujours chez Omens, le 24 et 25 juin. Et enfin, le 1er juillet, une nouvelle formation sur les soft skills de 9h à 17h, toujours dans nos locaux. Nous, on vous attend nombreux et nombreuses sur nos prochains événements et formations. N'hésitez pas à aller consulter notre site internet et notre agenda comment. Et merci encore à Joss, à Raphaël pour avoir animé ce talk et merci à nos intervenantes pour le temps qu'ils nous ont consacré. Et je vous dis bonne journée à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir.